Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masculine Packer. Maston Pater, excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On termine notre voyage au sein des États des États-Unis et on termine avec l'AFC Sud pour le débrief de la dernière draft 2025. Et pour m'accompagner, toujours avec moi, il n'a pas bougé depuis les 7 premières émissions. Alexandre, comment vas-tu ? Écoute, ça va très très bien et ouais, c'est déjà la dernière. C'est un peu d'émotion, hein, mais on se dit que l'année prochaine, il y aura encore une très belle cuvée à analyser. Et puis il y a d'autres émissions entre-temps, hein, vous inquiétez pas, mais en tout cas, on espère que cette division s'en est bien tirée. Exactement. J'allais dire qu'on allait clôturer la draft, mais pas encore. J'y reviendrai en fin d'émission. Demain, il y aura un dernier épisode sur les tops et flops, mais j'y reviendrai là-dessus. L'émission précédente, on a débriefé du coup la NFC Sud, avec les 4 équipes qui la composent. Et là, comme j'ai dit, on termine avec l'AFC Sud. Donc, on va voir ce qu'ils ont donné. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout sur tous les réseaux, Twitter X, Blue Skies, Threads, Instagram, YouTube et Twitch, partout @ le Front Office, et de rejoindre le Discord si vous en avez envie également, le lien est en description. On est parti avec l'AFC Sud et nos amis des Texans, qui sont partis avec un premier tour sur un trade down. Donc on va partir directement. Ils ont été 2 équipes à faire ça, donc on les a déjà évoqués. Ils sont partis du coup au 2e tour avec le pick 2 sur Jaden Higgins, le wide receiver d'Iowa State. Alors je vais parler du pick juste après, mais avant ça, je voulais juste dire que je trouve que cette draft, en tout cas pour les Texans, a été un peu bâtarde pour eux. C'est-à-dire que les Texans ont fait une off-season où, en tout cas, ils ont un peu déplumé leur O-line, hein, on l'a assez mentionné sur cette chaîne, et tout le monde est un peu au courant de ça, je pense. Et cette draft, malheureusement, il y avait quelques prospects qui valaient le coup, je trouve, en termes de O-line. Et visiblement, celui qui voulait était déjà parti au moment de leur pick, du pick 25 du premier tour. Je pense que c'est ce qui les a, en tout cas, orientés sur un trade down. Et quand on voit qu'un Donovan Jackson est parti au pick juste avant, je pense qu'il y avait une probabilité assez certaine qu'il soit allé dessus. Mais en tout cas, je trouve qu'ils sont bien retombés sur leurs pieds avec le pick de Jaden Higgins, qui pour moi était un des meilleurs joueurs disponibles à ce moment-là de la draft. Et je vois bien le fit, en tout cas avec Nico Collins à l'opposé. Jaden Higgins, c'est un receveur vraiment assez imposant, mais qui est plus ce profil de receveur de possession, qui fait des bons tracés, qui a un très bon IQ et qui a des très très bonnes mains, avec je crois un taux de drop assez faible. Donc c'est un receveur qui est fiable et qui va t'apporter ce que n'ont pas les Texans depuis quelques années, c'est une fiabilité derrière Nico Collins. Nico Collins se retrouve toujours un peu seul parce qu'il y a souvent des blessés de part et d'autre. Et je pense que c'est intéressant de considérer ce besoin-là, sachant qu'ils en avaient besoin depuis le départ aussi de Stefon Diggs. Donc, choix plutôt logique, sachant qu'aussi il n'y avait pas de O-line qui valait ce pick, selon moi, sur le board. Donc, voilà, pas de problème avec ce choix-là. C'est un top joueur. Enfin, en tout cas, il va être un très bon receveur numéro 2, je trouve, avec Nico Collins. Oui, moi je l'avais très très haut, j'apprécie beaucoup de joueurs. J'avais dit qu'il partirait potentiellement fin du premier tour, tellement la hype était présente, finalement c'est au tout début du 2e tour. Et oui, quand on voit les squads de receveurs vraiment décimés par les blessures, on se doutait qu'ils allaient partir aussi, ou en tout cas choisir au moins un receveur sur cette draft-là, et sont partis avec leur premier choix sur lui. Écoute, pourquoi pas, et comme tu l'as dit, effectivement, je ne vais pas paraphraser, mais draft qui ne s'est pas bien passé pour eux. On a pu évoquer, par exemple, dans l'émission précédente, notamment avec la NFC Sud, où les Buccaneers, les Panthers, par exemple, ont vu une draft qui se sont très bien déroulées pour eux, où sur leur board, il y avait des joueurs qui étaient très, très hauts, qui sont descendus au 2e, 3e tour. Voilà, en contrepartie, il y a des équipes qui ont vu leur board vraiment être complètement éclaté dû en fait à la descente de certains joueurs, ou justement des joueurs qui ont été pris peut-être un petit peu plus haut que ce qui était prévu. Donc ils ont dû aussi s'ajuster, ils ont récupéré aussi des assets en faisant un trade down avec les Giants, parce qu'ils ont récupéré 2 3e tours de mémoire.
Donc écoute, c'est pas voilà, ils ont récupéré ce qu'ils ont pu. Je pense qu'ils ont pris le meilleur joueur qu'ils voulaient à cette position avec le premier choix, en tout cas au deuxième tour, celui qu'ils avaient. On va voir ce que ça va donner, mais je pense qu'ils s'intègrent directement en tant que titulaire dans cet effectif. Toujours au tour numéro 2 avec leur propre pick, ceux qu'ils avaient initialement. Non, ils ont trade-up, pardon, pour le Ils ont trade-up en plus. Ouais, avec Vegas. Pick 16, ils ont pris Areante Erceri, l'offensive tackle de Minnesota. Je pense voilà, ils étaient assez contraints, on va dire, de prendre un offensive tackle assez rapidement parce que leur escouade est décimée depuis le départ de Tunsil. Et puis en plus ils ont lâché aussi Kenyon Green, je crois que c'était leur garde qui était drafté en ancien premier tour aussi. Donc voilà, ils ont perdu vraiment beaucoup de joueurs sur la O-line et offensive tackle faisait partie de leurs besoins. Ils avaient adressé ce besoin entre guillemets l'année dernière avec Blake Fisher qui était un projet sur le poste de tackle droit. Là ils viennent pour un autre projet sur le poste de tackle gauche. Donc on peut se poser la question sur le profil du joueur, est-ce que ça fait tôt ou pas? Moi je pense que c'est un poil tôt, mais ils étaient obligés, donc à un moment donné, tu peux pas non plus trop critiquer cela. Après, je trouve que j'ai un peu peur, en tout cas, qu'ils le mettent dans le bain trop rapidement. Je crois que là, devant lui, sur la depth chart, il doit y avoir Cam Robinson, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est lui. C'est pas l'assurance touriste non plus, et je sais pas si apprendre de lui, ce sera vraiment une si grosse plus-value. En tout cas, c'est un joueur qui, pour moi, ne va pas commencer en année 1, ou qui ne devrait pas, en tout cas, commencer en année 1. Et comme aurait dû se passer pour Blake Fisher, sauf que Blake Fisher, ils avaient vraiment pas le choix non plus pour le mettre, donc ils l'ont mis. Mais voilà, je trouve que c'est un joueur qui peut avoir du potentiel et qui peut être un titulaire solide en NFL. Je sais pas si ce sera un excellent tackle à l'échelon supérieur, parce que il a encore des lacunes sur le pass pro, je trouvais un petit peu. Donc notamment sur le footwork, mais bon voilà, après ce sera la liberté du coaching staff des Texans de le développer, puis on espère que ça va marcher en fait, tout simplement. Et je pense que je sais pas si les fans des Texans sont si confiants que cela sur ce choix-là, mais je pense qu'ils espèrent en tout cas que ça marche et que ce soit un futur titulaire solide pour eux dans les années à venir. Ouais, moi, je suis pas du tout fan du pick du joueur. Enfin, le pick si, parce qu'il fallait considérer la O-line, mais le joueur, j'ai beaucoup de mal pour avoir regardé pas mal de tapes justement de la O-line cette saison. J'avais d'autres joueurs devant lui, un mec notamment comme Wyatt Milum, on pourra y revenir. Moi, je l'avais devant lui qui a peut-être un plafond un peu moins élevé que Erceri, mais en tout cas un plancher qui est déjà beaucoup plus haut qu'Erceri à ce moment-là de sa carrière. Voilà, je sais pas, je suis perplexe sur le joueur. C'est une montagne, effectivement. C'est une boule de tout ce qu'on veut, de muscles, de graisse, de tout ce qu'on veut. Il va falloir le contourner. Mais à l'heure actuelle, je trouve que techniquement, il y a quand même énormément de lacunes, vraiment énormément. Tu as un quarterback qui est dans son contrat rookie. Il faut l'entourer dès maintenant. Il faut qu'il ait une O-line qui soit performante dès maintenant. J'ai pas l'impression qu'avec Erceri, ce soit titulaire sur la première saison. Peut-être que l'année prochaine, il sera titulaire, et tant mieux pour eux. Mais je sais pas, même sur son futur, j'ai de très gros doutes. Je lui trouve des lacunes qui, en NFL, c'est peut-être un petit peu trop tard en fait pour les travailler et arriver en NFL à ce moment-là. C'est juste ça qui m'inquiète en fait sur lui. Donc, j'espère me tromper pour eux, évidemment, mais à titre personnel, je suis pas du tout convaincu par le joueur. Et le problème aussi, c'est que c'est un projet et je sais pas si. Enfin, je trouve ça un peu dommage en fait de partir sur un projet, sur une position aussi importante, sachant que tu as un CJ Stroud qui est encore en contrat rookie et que tu peux te permettre aujourd'hui de l'entourer avec des playmakers en défense surtout, mais aussi en attaque. Et que tu vois, t'as quand même une équipe de Houston qui est très sérieuse, qui n'avait pas non plus énormément de besoins. Et je pense que c'est une équipe qui était normalement en mode win now depuis leur playoff d'il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, c'est une équipe qui, pour moi, aurait dû sélectionner un joueur avec un plancher un peu plus haut, quitte à ce que le potentiel soit peut-être un peu moins haut, important. Mais moins important, mais au moins tu sais que tu as un gars qui sera peut-être solidement installé en tant que starter et qui peut-être aura pas un potentiel de pro bowler, mais qui sera au moins un titulaire solide à l'échelon supérieur. C'est ça. Donc voilà. Avec les choix suivants, donc du coup, 2 choix au 3e tour, pick 15, l'ancien coéquipier universitaire de Jaden Higgins sont partis sur Jalen Noel, donc wide receiver d'Iowa State, avec le pick 33, Jalen Smith, cornerback de USC.
Avec le tour numéro 4, pick 14, Woody Marks, running back de USC. 2 choix au 6e tour, pick 11, Jalen Reed, safety de Penn State. Pick 21, Graham Mertz, quarterback de Florida. Et 2 choix au 7e tour, pick 8, Keontae Hamilton, defensive tackle de Rutgers. Et pick 39, Luke Lachey, tight end d'Iowa. Toujours bon de prendre un tight end d'Iowa. On sait que c'est une très bonne école. Ouais. On sait que ça marche bien. Là-dessus, est-ce que tu as un ou plusieurs? Je pense que tu en as plusieurs. Mais vas-y. Bon, j'en ai quelques-uns. Je pense que je vais te laisser ceux du 3e tour. Je pense qu'il y en a un que tu as envie de parler. J'ai envie de parler, moi, de Woody Marks, ou Jokavius Marks, selon ceux comment ils l'appellent. C'est un profil de running back explosif. Tu vois, comme je disais tout à l'heure sur l'émission précédente, au pic de Trevor Etienne, en fait, c'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup de running back au 4e tour qui commençaient à être pris, et surtout des profils vraiment un peu speedster, capables de dynamiter des défenses adverses. Et Woody Marks rentre vraiment dans cette catégorie. Je trouve qu'il est. Enfin, moi, je le préférais à du Trevor Etienne parce que je trouve qu'il a plus cette capacité à briser des plaquages. Et pour moi, ça, c'est quelque chose que quand tu es running back, c'est quelque chose qui est important, surtout que tu vas affronter quand même des athlètes NFL et des monstres physiques. C'est quelque chose qui a un peu un prérequis non négligeable, on va dire, sur cette position-là. Et moi, je trouve que c'est vraiment un joueur qui a cette capacité à faire des big plays vraiment impressionnantes. Et je pense qu'il va remplacer en fait Dameon Pierce qui rentre dans cette dernière année de contrat, qui avait fait une très bonne saison rookie dans mes souvenirs, mais qui a jamais reconfirmé derrière. Et puis en plus avec l'arrivée de Joe Mixon, ça lui a pris des opportunités. Mais en tout cas, Woody Marks, c'est un joueur qui va être complémentaire à Joe Mixon, qui est un peu plus ce powerback qui peut engloutir ses 20 portées par match. Mais Woody Marks, sur certains packages, va pouvoir montrer sa vitesse et développer un petit peu le cahier de jeu des Texans. Et ça, j'ai bien aimé. Ouais, moi je voulais aussi partir sur le 6e tour. C'est pour ça que je pensais te laisser le petit Jalen Noël. Mais moi j'ai beaucoup aimé, alors pas Graham Mertz, je vais rassurer Doug évidemment, mais Jalen Reed, le safety de Penn State, que moi j'avais également très très haut. Je pensais pas qu'ils allaient partir vraiment sur la défense en dans cette draft, parce que tu l'as dit, ils sont un peu en win now, et en fait ils ont quand même largement considéré la défense, notamment l'année dernière, et ça s'est vu sur la saison dernière, en 2024, la défense a été vraiment le moteur de cette équipe, et pas très bien accompagné par l'attaque. Et en même temps, quand tu as un joueur de ce talent qui descend au 6e tour, c'est difficile aussi de passer à côté. Je pense que tu prends pas énormément de risques avec un 6e tour de le prendre, et je pense que tu peux avoir une énorme récompense d'ici 1 à 2 ans. Donc pour moi, c'est un des meilleurs choix qu'ils ont pu faire dans cette draft-là. Mais si tu veux, je te laisse parler de Jalen Noël. Alors, je vais juste rebondir sur ce que tu dis sur Jalen Reed. C'est pas le joueur qui me dérange, même plutôt au 6e tour, pour moi, c'est même plutôt un style. Mais c'est dans leur escouade de safety, en fait. Pour moi, ils ont déjà une des meilleures escouades de safety un peu de la ligue. En tout cas, elle est même profonde en plus. Ils ont rajouté Sidney Gardner-Johnson. T'as du Kellen Bullock qui a fait une super première saison. T'as Jalen Pitre qui a eu un peu de petits pépins, quelques petits pépins de blessure, et qui a permis à d'autres joueurs d'émerger. Mais tu vois, un joueur comme lui, il a montré que ça pouvait être un top safety dans la ligue. Donc, il a été payé d'ailleurs comme un top safety. Et il a été payé en conséquence. Donc voilà, je me pose juste la question de l'interrogation sur le profil, en tout cas sur son développement à court et moyen terme. Peut-être après, peut-être sur les dernières années de son contrat rookie, il va être utilisé. Mais tu sais, il y a un monde où il performe, et du coup, Gardner Johnson, il est tradé à la fin de la saison. Il n'arrête pas d'être tradé en ce moment. Ouais, mais justement, c'est typiquement le genre de joueur qui peut encore être envoyé. C'est le petit pansement qui est mis sur une position à besoin à un moment donné durant une saison. Tu draftes un mec qui peut venir le remplacer au bout d'un an et demi. Ciao. Oui, ça peut s'entendre. Mais le magnifique business de la NFL, tu sais bien. Ouais, voilà, c'est comme des petits pions, on va dire. Mais non, sinon, pour parler de Jalen Noël, parce que les fans de Texans, sinon, ils vont me taper dessus si j'en parle pas. Mais pour moi, c'est un profil, je pense, c'est justement parce que tu n'as plus confiance, en fait, dans le rétablissement de Tank Dell. Ouais. Et c'est dommage parce que Tank Dell, sur le peu qu'il avait montré, il avait montré des super flashs et une vraie connexion avec CJ Stroud. Donc, c'est un peu dommage pour Tank Dell, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que Jalen Noël, pour moi, ça peut être vraiment un profil qui
qui peut vraiment matcher avec les forces de CJ Stroud. En tout cas, c'est un joueur dans le slot exclusivement pour moi du fait de sa taille. Mais par contre, il a une capacité à attaquer le jeu profond qui est non négligeable. Je pense par contre aussi son gabarit qui est pas très grand, qui est pas très, on va dire, physique ou quoi que ce soit sur le point de catch. Donc au moment d'attraper le ballon, il aura peut-être un peu plus de mal face à des cornerbacks physiques. Après, c'est un joueur qui a une très bonne capacité à traquer la balle en l'air. Je l'ai vu pas mal sur des jeux deep, ou en tout cas des jeux profonds, réussir à bien traquer la balle. Et ça, je pense que CJ Stroud sera content de ça. Donc, en tout cas, ça peut être un joueur qui s'imprègne, en tout cas qui participe à la production de l'escouade offensive dès la première année. Ça, j'ai aucun doute. Je pense que c'est un joueur qui est prêt. Et tu prends aussi son copain de Jaden Higgins un tour avant. Donc, ça aussi, pour la connexion dans le vestiaire, c'est toujours bien. Et on a vu qu'ils avaient marché ensemble. Donc, peut-être que ça peut marcher à nouveau. Voilà. La question se pose, parce qu'ils ont toujours John Mechie sous contrat, ils ont pris Christian Kirk. À voir comment ça va en fait s'imbriquer les uns les autres. Est-ce qu'il va y avoir un vrai turnover Est-ce qu'il va y avoir un vrai turnover? On a vu aussi que Nico Collins avait quelques petits pépins physiques, notamment l'année dernière. Donc, à voir. Comment dire, le fait d'avoir beaucoup de talent censé ne pas nuire aux bonnes performances. Mais ouais. À voir ce que ça va donner. Peut-être qu'ils auraient pu partir sur une autre position aussi à ce moment-là de la draft. Mais voilà, en l'état, en tout cas, tu rajoutes 2 excellents receveurs sur un corps qui potentiellement en avait besoin vu l'état de la room avec les différentes blessures. Et tu entoures en fait un peu à ta manière, je dirais, CJ Stroud, pas avec la O-line, mais bon, au moins avec des receveurs. Ouais, voilà. Avant de dire où ça nous donne, parce que j'ai oublié de le dire pendant la présentation, la fameuse tier list, voilà où on en est. Donc avec les 28 premières équipes qu'on a débriefées précédemment. Toujours 5 listes. La première, les vainqueurs de draft. Seconde, les bons élèves. Le troisième, bonne draft, mais. Quatrième, ils auraient pu mieux faire. Et enfin, la cinquième, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, en tout état de cause, et en sachant finalement les différentes listes, on a choisi de partir pour nos amis des Texans sur la 4e liste. Ils auraient pu mieux faire. Alors, ils auraient pu mieux faire dans le sens où c'est pas totalement de leur faute, mais c'est vrai que le non-choix d'un lineman offensif au premier tour, moi, ça m'embête très, très largement. En fait, c'est ça. Comment dire, on a dit du bien de plusieurs joueurs. Il y a des joueurs de qualité dans cette draft. C'est pas la question, mais en fait, malheureusement pour eux, on est obligé de prendre en compte le fait que leur off-season a été, je trouve, un peu mal géré sur la question de la O-line, et qu'en arrivant à la draft, on avait des grosses interrogations et on s'était dit, il faut qu'ils prennent un offensive tackle, il faut qu'ils prennent un guard, il faut qu'ils prennent un centre de qualité aussi, parce qu'il y a vraiment limite tout à refaire et qu'il faut amener de la compétition sur cette escouade. Et je suis pas sûr qu'ils ont répondu à cette question. Et c'est pourquoi on les met dans la 4e catégorie. Si tu prends juste en compte les joueurs en eux-mêmes, c'est des joueurs qui vont... dans le lot, il y a des starters, tu vois. Il y a Higgins, pour moi, peut starter. Noël peut starter. T'as des mecs de rotation aussi qui peuvent être intéressants. On n'en a pas parlé, mais Jalen Smith, dans le slot, ça peut être un joueur intéressant aussi. Dans ton escouade, dans ta DB room. Voilà, ils ont renforcé des forces qu'ils avaient en défense. Donc faut le noter aussi, c'est qu'ils sont pas, comment dire, tombés des nues, ils ont pas reach sur d'autres mecs, etc. Mais niveau valeur de total de la draft et comparé à ce qu'ils vont avoir en 2025, en tout cas sur la projection qu'on compte en faire, malheureusement ce sera le talon d'Achille et ça a toujours pas été renforcé. Donc nous, notre point d'accord, en tout cas notre accord commun là-dessus, c'était de dire on a des questions sur la stratégie parce que c'est la stratégie de la O-line, mais si tu prends vraiment en vrai le niveau des joueurs, je pense qu'on aurait pu les mettre dans la 3e catégorie, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, faut quand même un petit peu les punir parce que nous ont voilà, c'est ça. On va taper dessus un petit peu. Mais rassurez-vous, fan des Texans, il y a des bons joueurs dans votre draft aussi, donc ça peut le faire peut-être. C'est la dernière émission, on va taper sur plusieurs joueurs. C'est ça. Des joueurs dits générationnels peut-être. On enchaîne avant ça sur les Indianapolis Colts qui ont pris au premier tour avec le pick 14. On sent très grande surprise là pour le coup, Tyler Warren, tight end de Penn State.
Euh, j'ai l'impression que c'était aussi une évidence depuis, Ah là, comment ouais, dire, ça, ouais. depuis, allez, on va dire depuis les premières mocks du mois de janvier, en tout cas chez les médias américains. Depuis décembre, en fait. J'ai l'impression que c'était le pic, en tout cas, je crois que c'est le pic que j'ai vu le plus souvent chez une équipe. Tyler Warren O'Call, c'est un truc que j'ai vu, je pense, une centaine de fois sur chaque mock. Je comprends l'idée. Après, pour moi, tu as toujours cette question d'Anthony Richardson, et je sais pas si Anthony Richardson aura les compétences pour nourrir un joueur comme Tyler Warren. Pour moi, tu as aussi cette question-là de se dire que tu as quand même des Pittman, des Alec Pierce, des Josh Downs, des Denai Mitchell. J'ai un peu peur aussi que tu aies ce problème-là qu'on a déjà cité pour une autre équipe. Je crois que c'était pour les Bears, qui est trop de cibles à donner à manger et qu'au final, tu n'arrives pas à contenter tout le monde et qu'à un moment donné, ça crée des problèmes et surtout que tu as un quarterback qui n'est pas non plus réputé pour être le meilleur passeur. Donc moi, c'est sur cette question-là, c'est pour ça que j'ai toujours dit que tight end, oui, il y a un besoin de tight end chez eux, mais c'est pas non plus comme s'ils avaient le quarterback qui target le plus ses tight ends. Donc ça aussi, c'est une des grosses questions. Et pour moi, il y avait aussi d'autres joueurs que je voyais plus haut sur mon board qui auraient pu rendre, on va dire, de meilleurs services en tout cas. Parce que moi, Tyler Warren, il y en a qui aiment beaucoup. Moi, j'étais pas d'accord pour dire que c'était le meilleur tight end de la QV. Pour moi, c'était le deuxième derrière Loveland. Pour moi, Tyler Warren, c'est un joueur qui est une vraie menace en yard after catch, hein. Ça, y a pas de doute. C'est un beau bébé. C'est un mec, pour l'arrêter, faudra être au moins deux, je pense, pour l'arrêter, parce qu'il va plutôt vite, ou en tout cas, il est assez puissant au contact, et ça, c'est quelque chose d'indéniable. Il a des très bonnes mains aussi, et ça, sur les catch contest, c'est un truc, une de ses grosses forces. Par contre, moi, j'ai des doutes un petit peu sur sa qualité de ses tracés et sur son utilisation en général. Je pense que c'est un joueur qui doit avoir le ballon en main pour exister dans une offense. C'est pas encore un excellent bloqueur, même s'il a les qualités pour le faire. Il faudra qu'il progresse là-dessus. Mm. Mais voilà, c'est un pic ok. J'entends l'idée, mais pour moi, je serais parti sur peut-être une autre position ou autre chose. Mais voilà, c'est un pic que je trouve quand même ok. C'est un pic évident, quoi. Évident, oui, mais pas si évident que ça au final, selon moi, je trouve. T'as toujours Richardson, donc bon, c'est toujours cette question-là, quoi. Attends, ils ont peut-être pris un quarterback sur cette draft-là. On pourrait y revenir. Au deuxième tour, avec le pick 13, ils sont partis sur le edge d'Ohio State, JT Tuamoloau. J'ai dû louper une ou deux lettres, mais... Ouais, il doit y avoir même peut-être une ou trop, peut-être. Mais... non, mais en tout cas, moi, j'étais un peu surpris à ce moment-là, mais en vrai, quand j'y pense un petit peu, je trouve que c'est un choix solide. Tu vois, c'est un choix sécu, on va dire, parce que pour moi, c'est pas le mec qui a le plus gros potentiel de cette QV. Par contre, c'est un gars qui a été productif depuis 2-3 saisons maintenant à Ohio State, dans une défense qui joue quand même des grosses récompenses en fin d'année. Il a fait un match, je crois qu'il a fait un match exceptionnel, je crois, contre Penn State, où il marque même un touchdown, il fait une interception, il marque un touchdown, il fait 3 sacs. Enfin, je crois qu'il fait un match vraiment incroyable sur ce match-là, notamment. Mais c'est un joueur qui est capable d'être disruptif. C'est un edge setter dans un premier temps. Pour moi, c'est un mec qui est capable vraiment de bloquer le jeu contre la course de son côté. Et ça, c'est toujours une qualité qui est importante en NFL. Et c'est au moins un plancher suffisant pour être, je pense, starter même à un moment donné. Sur le pass rush, il a montré des belles choses. Il a un bon moteur. Il a montré des petits moves sympas, mais c'est pas l'athlète le plus rapide. Il a pas le meilleur bend non plus. Donc, il gagnera pas par sa vitesse et son explosivité. Mais il gagnera par je pense, son IQ et sa bonne utilisation des mains. Donc, c'est un mec dans une rotation en tant que troisième edge rusher dans un premier temps et à l'avenir en tant que deuxième pass rusher, je pense. Derrière un Laiatu sur qui tu avais mis un premier tour et qui a encore, je pense, un gros potentiel. Je pense que ça fait sens. Et je pense aussi, par contre, c'est un message qui est pas top, en tout cas envoyé à Quitty parce que Quitty arrive dans ces années où il faudra le payer. Je ne sais pas si Quitty va être un joueur que tu payes 20 millions par an. À voir s'il le lâche à la prochaine free agency. Donc, ça va être intriguant. En tout cas, ils ont pris un joueur qui va pouvoir apporter dans cette escouade de pass rusher qu'ils ont déjà. Je sais pas, je crois qu'ils ont activé sa 5e année à Quitty, j'ai un doute. Ou c'était l'année dernière.
qui devaient l'activer, parce que c'est un joueur qui a été drafté en 2021. Donc, Ouais. c'était de l'année dernière qu'ils auraient dû l'activer s'ils l'ont fait ou pas. Après, le choix d'un edge, je le trouve cohérent parce qu'ils ont perdu aussi Odeyingbo qui est parti au Bears pendant l'intersaison. Donc, même, tu vois, l'interrogation Quitty-Pay, je me dis que potentiellement, c'est pas pour remplacer Quitty-Pay, mais c'est pour garder une certaine rotation avec aussi l'Ayatoulatou, comme tu l'as évoqué, parce qu'ils ont perdu aussi un edge qui faisait cette rotation-là. Donc, écoute, sur le choix, je trouve pas ça déconnant. Le mec un petit peu glissé, plus ou moins. Il était peut-être attendu un tout petit peu plus haut. C'était pas non plus un mec de premier tour, mais ouais, comme tu disais, c'est un mec qui sera bon contre le jeu de course, au moins pour commencer. Ça va t'apporter une certaine sécurité là-dessus. On sait que leur principale force au niveau de la défense, c'est vraiment l'intérieur de la D-line. Donc, tu rajoutes un mec de complément sur l'extérieur. Tu sais qu'il fera pas trop de conneries, en tout cas sur le jeu de course pour commencer. Le choix, je trouve assez cohérent finalement pour les Colts. En fait, c'est une équipe un peu bâtarde, je trouve, les Colts, parce que tu as l'impression qu'ils n'ont pas trop de trous, pas trop de besoins, mais que ça manque en fait de De talent. joueurs élite aussi. C'est ça, de talent vraiment pur, intrinsèque. Et je sais pas, c'est une équipe vraiment extrêmement bizarre à regarder quand tu regardes un petit peu sur la depth chart et tout. Voilà, donc en fait, leur choix peut très facilement être critiqué comme adoubé, finalement, selon la vision que tu as de l'équipe et des escouades. Donc, c'est vraiment très bizarre. En fait, leur draft, elle est cohérente avec leur effectif, je trouve. C'est que Ouais. t'as pas l'impression d'avoir un mec élite, mais tu peux te dire, tiens, à cet endroit-là, ouais, ça peut être cohérent. Et puis, tu as une autre personne qui va dire, non, ça, c'est une totale connerie parce qu'ils ont déjà tel joueur. Et en fait, il leur a fallu partir sur d'autres joueurs. Ils ont vraiment le cul entre deux chaises. Et eux, c'est vraiment l'équipe typique sur cet aspect-là. Ouais. Et on verra la suite de la draft. On peut y aller directement. Mais tour numéro 3, pick 16, Justin Wiley, cornerback de Minnesota. Tour numéro 4, pick 25, Jalen Travis, offensive tackle d'Iowa State. Cinquième tour, pick 14, DJ Giddens, running back de Kansas State. Deux choix au sixième tour avec le pick 13, Riley Leonard, le quarterback de Notre-Dame, et le pick 14, donc back-to-back pick. Tim Smith, defensive tackle d'Alabama. Et enfin, le tour numéro 7, pick 16, Hunter Waller, linebacker de Wisconsin. Là-dessus, moi, j'ai deux joueurs qui me plaisent. Donc, vas-y, je te laisse commencer. Je vais juste revenir sur ce que tu disais avant, et je suis totalement d'accord sur le côté draft. On sait pas trop quoi en penser. Moi, je trouve que c'est une draft yaourt nature. Tu vois? Et il n'y a pas de ça. Mais c'est une équipe yaourt nature. Tu sais, tu la regardes, tu te dis. Franchement, désolé les fans des Colts, hein, mais moi, je t'aurais pu. En fait, l'année dernière, à la limite, tu vois, l'année dernière, ils prennent du Adonai Mitchell, ils prennent des pics un petit peu. Tu vois, il y a des Un petits petit peu joueurs sexy. sympas. Voilà, là, il y a tout là, tout. Tu vois, l'année dernière, c'était une draft un peu sur des profils. Ouais, il y a de l'athlète, il y a du pass rusher de qualité, tout. Enfin, il y avait des gars qui me faisaient bien kiffer, les Colts, tu vois. Cette année, je trouve que c'est une draft yaourt nature. Il y a soit des mecs avec des planchers solides, tu vois, Warren, Tuimoloau, il n'y a pas de. Il y a pas de reach ou il n'y a pas de mecs qui seront mauvais en NFL, tu vois, ce sera des mecs des titulaires, sûrement un jour ou l'autre. Peut-être Warren plus tôt que prévu. Mais je trouve le reste du troisième jour et le troisième tour aussi également, je suis pas fan, moi. Je suis pas un gros fan en fait de ce qui a été fait. Je trouve Justin Wallace a un petit reach pour moi au troisième. Le seul pick que j'aime vraiment bien, c'est DJ Giddens. Et je pense que tu l'avais dans tes picks que tu aimais bien Oui. au cinquième tour. Lui, c'est un vrai style, je trouve, au cinquième tour. C'est ce qui me fera monter un petit peu la note pour eux. Mais moi, j'ai kiffé, je kiffe ce joueur. Je trouve qu'il a un vrai potentiel physique. Il est assez grand, je crois c'est un 6-1, un 6-2, mais qui bouge, mais vraiment comme un mec enfin, vraiment pas comme un mec de cette taille en fait. Quand tu le regardes sur les tapes, il est vraiment assez fluide sur ses déplacements, sur ses changements de direction. C'est assez beau à voir jouer, et puis il a ce côté vraiment avec une bonne vitesse et une bonne vision de jeu. Donc c'est un mec qui, je pense, pourra apporter vraiment derrière Jonathan Taylor, et peut-être pour l'après Jonathan Taylor. Donc ça, pourquoi pas avoir. Il a encore des lacunes peut-être sur le pass pro, ou même encore sur la réception de passe. Donc sur ça, à la limite, ça se travaille avec le temps. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Surtout vu le gabarit sur le pass pro, il va pas mettre trop de temps, je pense, avant d'être pas mauvais là-dessus. Mais en tout cas, DJ Giddens, pour moi, ça peut être un vrai petit style d'ici, même dès l'année prochaine, ou au moins dans 2 ans, tu vois. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Un peu le même running back pocket que Jonathan Taylor.
donc avec à peu près les mêmes qualités, en tout cas sur le jeu de course. Donc cohérent, complémentaire, cohérent, c'est très bien. Et moi, j'aime bien le pick Riley Leonard parce que j'aime beaucoup le joueur, ce qu'il a montré avec Notre-Dame. Je l'ai trouvé quand même très précis, très clutch à certains moments, notamment pendant les playoffs universitaires. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que c'est un quarterback qui est mobile. Et on l'a vu en finale universitaire, notamment contre Ohio State. Comment dire, le head coach l'a beaucoup fait courir, notamment sur le premier quart-temps, où je crois qu'ils ont mangé le ballon pendant 9 ou 10 minutes, quelque chose comme ça, avec le touchdown final. Et voilà, il a vraiment beaucoup couru avec ses jambes. Alors, en fait, ça va dans la QB room qu'ils ont actuellement. Alors, ils ont Anthony Richardson qui, lui, est quand même extrêmement mobile. C'est son trait le plus important, sa qualité la plus importante. Mais ils ont aussi un Daniel Jones qui est quand même très bon sur le jeu de course, en fait. Donc, ils rajoutent, en fait, et c'était le reproche qu'on leur avait fait l'année dernière en disant « Ah, c'est cool, ils ont Anthony Richardson, et derrière, c'est Joe Flacco. » C'est l'extrême opposé d'Anthony Richardson. Et en fait, là, ils ont une QB room avec 3 quarterbacks qui sont relativement similaires. Alors, avec des traits élites peut-être pour certains un petit peu plus avancés, bien sûr. Mais au moins, tu sais que ton cahier de jeu sera le même, en fait, quel que soit le quarterback qui sera sur le terrain. Et moi, cette démarche-là, je la trouve extrêmement importante. C'est vraiment un reproche que je peux faire à certaines équipes. Et en l'occurrence, là, les Colts, ils ont vraiment considéré cet aspect-là. Et je trouve ça très intelligent de leur part. Donc, à voir ce que ça va donner, en fait. Riley Leonard, Will Howard, les deux, ils sont pris au 6e tour. Tu tentes, c'est des QB qui ont de l'expérience parce qu'ils ont performé à un très haut niveau universitaire. Ils sont allés jusqu'en finale universitaire, c'est pas rien, c'est pas tous les quarterbacks qui le font. Les mecs ont été aussi des pièces maîtresses de leur attaque respective. Vas-y, tente-le et on verra. Et on sait que Richardson, c'est un peu l'année ou jamais, clairement. Lui, il a une épée de Damoclès folle au-dessus de sa tête. Il n'a pas intérêt à se planter parce que derrière, on peut en dire ce qu'on veut de Daniel Jones, mais je pense que bien entouré, il peut refaire une belle saison, celle qu'il avait faite en 2000, si je dis pas de bêtises, 2022. Voilà, c'est peut-être une take que je lance là-dessus sur Daniel Jones, mais je pense qu'il y a encore des choses à sauver le concernant. Et derrière, tu as un Riley Leonard qui aura les dents très longues et qui, au final, est dans une position moins confortable qu'un Will Howard, pour comparer les deux, mais qui n'est pas dans une situation si inconfortable que ça par rapport à ce que tu as dans ta QB room, quoi. Donc, j'aime bien le choix, j'aime bien le QB. Je pense que ça met une pression encore un petit peu supplémentaire, Anthony Richardson. Ouais, non, ça s'entend. C'est un peu plus logique que les années précédentes. Malgré tout, on a quand même été assez méchants sur les Colts, parce qu'on les a mis sur l'avant-dernière liste. Ils auraient pu mieux faire comme leurs camarades des Texans. Parce qu'on a dit, voilà, on aurait pu faire en fait une liste un peu pour eux, yaourt nature. On verra si on l'a fait ou pas. Mais c'est vrai qu'un peu sans saveur. Moi, j'ai juste mon petit Riley Leonard qui me fait un petit peu dire, ah, c'est cool. Le DJ Giddens et le Riley Leonard, le back-to-back pick qui me fait dire, bon, il y a quand même des choses à garder. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai que leur draft 2024 m'avait vraiment fait saliver. Tu as dit les 2 premiers picks. Il y avait un Matt Gonsalves, un Tyler Bortolini que j'aime beaucoup aussi. Et ouais, j'avais trouvé leur draft 2024 vraiment réussi. Là où 2025 me laisse un petit peu en mouet, quoi. Tu vois, sans saveur. Tu voyais le pick, tu disais, bon, bah, vous avez équipe suivante. Donc, finalement, il y a la note qui va avec, je trouve. Ouais, puis quelques petits reach, tu vois, 3e, 4e tour, Justin Wallet, Jalen Travis, je sais pas s'il faut une super valeur sur ces mecs-là, je pense pas que ce sera des starters à l'échelon supérieur. Après, je fais un peu plus confiance sur la O-line pour Jalen Travis, peut-être à l'avenir. Une bonne rotation et peut-être 2 ans de développement peut lui permettre après d'être titulaire, donc ça peut s'entendre. Après, voilà, ils auraient pu mieux faire. Moi, il y avait d'autres joueurs que j'aurais préféré pour eux, mais ce sera pour une autre équipe. Exactement. On enchaîne avec la 3e division de cette division saucisse. Les Jacksonville Jaguars. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, nos amis des Jaguars? Ils sont partis sur le tour numéro 1, ils ont trade up pour remonter au 2e choix et prendre Travis Hunter, le wide receiver ou cornerback de Colorado. En tout cas, il a été appelé en tant que receveur par Roger Goodell. Trade up, je vais reprendre la compensation, je te laisse en parler pour commencer et je vais récupérer la compensation qui nous laisse un petit peu perplexe, toi et moi. Ouais, écoute, un joueur que certains appelleraient de générationnel, peut-être même légendaire pour certains. Bon, moi je suis pas non plus de cet avis-là, mais
Mais en tout cas, je pense que Travis Hunter, alors oui, il a un potentiel immense, ça c'est indéniable. Mais je suis un peu de la team de dire qu'il a beaucoup de choses à travailler et que le côté double plateau l'empêche aussi de se concentrer sur une position et pour essayer de, comme ils disent un peu les Américains, mais master une position, on va dire, quoi, d'être vraiment un maître dans le, enfin, en tout cas, de vraiment de développer à fond une seule position. Voilà, c'est un peu le problème de ce qu'il a, c'est que quand tu regardes en tant que receveur, il a montré des flashs impressionnants sur le yard after catch, ça c'est indéniable. Sur les ball skills, je pense, je l'avais déjà dit dans un autre podcast, mais pour moi c'est peut-être le joueur qui a les meilleurs ball skills, tout poste confondu de la QV. C'est impressionnant la capacité qu'il a, c'est un aimant à ballon en fait ce mec. Et c'est impressionnant, il a quelques qualités élites comme ceux-ci. Mais quand tu regardes ses tracés, j'ai des gros doutes. On a vu son Pro Day à Colorado. Moi, j'ai vu ses tracés. Je me suis dit que c'était préoccupant et qu'il y avait beaucoup de boulot à faire là-dessus. Donc en soi, pardon, je pense que c'est bien qu'il y ait un Brian Thomas en tant que receveur numéro 1 parce que ça lui enlèvera de la pression. Mais il y aura beaucoup de travail à faire sur ce côté-là du ballon. Et pareil, après le fait qu'il joue double plateau, on verra en fait s'il arrive à tenir le choc en NFL. Ça, c'est un gros point d'interrogation aussi. Je doute pas trop qu'il y arrive, pas sur du 100% des snaps, mais sur au moins peut-être un 60% des snaps sur chaque, on va dire entre receveur et cornerback. Je pense que c'est possible. Je pense qu'il a le cardio pour le faire. Après avoir l'utilisation, est-ce qu'il arrive à être performant à 100%, enfin sur tous ces snaps qu'il est en train de jouer en cornerback, autant qu'en tant que receveur. Ça sera aussi une grosse interrogation. Je pense que ça va être sûrement peut-être le joueur le plus suivi de la saison prochaine, en tout cas en NFL. Je pense que ça va être la plus grosse intrigue de cette saison. Et les Jaguars ont pris un pari risqué, énormément risqué, parce qu'en plus ils ont lâché un premier tour de l'année prochaine, de 2026, dans l'histoire. Voilà, c'est pour le nouveau GM James Gladstone, qui est, je crois, le plus jeune general manager de la ligue. C'est un gros risque. Et je pense qu'il s'est dit aussi que Jacksonville avait besoin d'avoir un peu plus de paillettes. Hein. On parlait de yaourt nature tout à l'heure. Là, c'est pas le cas. Là, on a tenté des risques. On a pris un yaourt avec un bon goût bien fruité. Mais voilà, tu sais pas s'il est passé depuis quelques jours ou s'il est encore bon. Donc, ce sera, voilà, l'histoire nous dira s'ils ont eu raison de lâcher, on va dire, de casser la baraque pour Travis Hunter. Mais je salue la prise de risque en tout cas. Je trouve qu'il fallait le tenter, mais c'est un joueur que si ça marche, en fait, on se dira tous, en fait, ils avaient raison. Et il y aura pas de problème. La compensation, du coup, pour revenir dessus, donc un swap de premier tour avec les Browns, donc 2 et 5. Un swap également de 4e tour. Ils ont récupéré le 104, ils avaient envoyé leur 126. Ils ont envoyé leur second tour, donc le pick 36 de cette année, et ils ont envoyé le premier tour de l'année prochaine, et ils ont également récupéré un 6e tour de cette année. On pourrait y revenir parce qu'ils ont pris un safety. Ouais, je trouve la compensation... Je trouve la compensation assez lourde. Le 2e tour et 1er tour de l'an prochain, en sachant pas vraiment ce que va devenir les Jaguars. On en parlait dans l'émission précédente, notamment avec les Falcons. On a l'impression que les Falcons, ils ont un plancher quand même relativement haut. Et c'est vrai qu'ils ont envoyé, eux, un premier tour pour remonter, un premier tour de 2026, pour remonter au premier tour de 2025 et prendre James Pierce Jr. Mais on a l'impression qu'ils... Sauf cagade, bien sûr, mais on a l'impression qu'ils ne seront pas top 10, peut-être même pas top 15 de draft, c'est sur la prochaine draft. Là où pour les Jaguars, je serais moins rassuré, parce qu'ils n'étaient pas un receveur / cornerback d'être contender, playoff ou ce qu'on veut en fait. Ils ont beaucoup plus de lacunes offensivement, défensivement. C'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que ouais, tu peux considérer ce que tu veux. Moi, je ne considère pas que Travis Hunter, c'est un joueur générationnel. Je considère par contre que c'est un athlète générationnel. Je veux bien, en tout cas, discuter sur ce terme-là. Le joueur générationnel, je trouve que c'est un petit peu utilisé à tort à travers. J'en ai un petit peu marre, en fait, d'entendre ça pour chaque joueur qui va sortir. Dans l'absolu, tu vois, même un Abdul Carter, joueur générationnel, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais bref, ça, c'est vraiment mon côté, tu vois. Non, mais je l'entends. La perception que j'en ai, je trouve que c'est un petit peu trop dévalué, en fait, ce terme-là. Mais ouais, je sais pas réellement ce qu'il va pouvoir t'apporter. Alors, c'est un joueur qui va t'apporter beaucoup de visibilité dans la NFL. Ça, c'est une réalité. Je pense que ça va te faire vendre des maillots. Ça aussi, c'est une réalité. Et tu as l'impression que le mec, il est quand même
très solaire. Donc ça, dans un vestiaire, je pense vraiment que ça peut apporter. Et ça, c'est voilà, ce qu'on appelle les intangibles. C'est vraiment quelque chose qui peut insuffler un vent nouveau, un vent très positif nouveau, avec un nouveau head coach, un nouveau general manager. Donc c'est bien, il y a un vent frais qui souffle de Jacksonville. Et ça, pour le coup, je trouve ça plutôt bien. Maintenant, le trade-up, je trouve très très lourd en fait. Et putain, un premier tour de l'année prochaine, quand tu vois les besoins que tu as encore, enfin, c'est tu galvaudes comme un premier tour, quoi. Enfin, ça m'embête vraiment profondément, quoi. Tu t'enlèves potentiellement les 32 meilleurs joueurs de la prochaine draft, en fait, quoi. Enfin, c'est extrêmement important, quoi, en premier tour. Faut arrêter avec ça, je trouve. Et quand tu te dis que l'année prochaine, potentiellement, ton premier pick, ça sera, j'en sais rien, un pick 37, 38, potentiellement, ça veut dire que tu passes sur 30 super joueurs avant d'avoir, toi, ton premier joueur, quoi. Et j'ai du mal. C'est pas un all-in qu'ont pu faire d'autres équipes. Je pense par exemple les Niners quand ils ont pris Trey Lance, où là c'était un all-in. Et on a vu ce que ça a donné, ça a été une catastrophe industrielle. Et pour le coup, eux, ils ont réussi à bien se redresser. Donc effectivement, tu dis qu'ils ont la possibilité derrière l'année prochaine de pouvoir faire une bonne draft et de malgré tout réussir à considérer certains besoins. Pourquoi pas? Mais je sais pas, en l'état, je trouve qu'ils partent de beaucoup trop loin pour envoyer un premier tour de l'année prochaine. Voilà, c'est pour un mec qui est pas quarterback. Il y a aussi cette notion-là, Ouais, je pense, à prendre en que- considération. Puis je pense, enfin tu vois, il y en a ceux qui sont partisans du pic de Travis Hunter vont te dire qu'il prend aussi 2 places dans le roster et que du coup, quand il faudra le payer, ça va éviter de payer un receveur et un corner. Mais tu peux dire aussi la chose inverse, c'est que s'il y a une blessure, c'est que tu as perdu 2 joueurs sur ta depth chart au lieu d'un. Et ça aussi, ça c'est, en fait, pour moi, ça va être la grosse interrogation en fait sur lui. C'est vraiment son côté, le côté santé, est-ce qu'il va pouvoir jouer? Et une fois que s'il arrive à jouer sur le double plateau et régulièrement, à quel niveau? Et en fait, à partir de là, déjà s'il arrive à jouer double plateau et qu'il arrive à être à un niveau, peut-être pas un niveau du deuxième de draft, mais au moins un niveau correct d'un fin de premier tour ou quoi. Voilà, ce sera déjà peut-être une réussite en soi. Il faut voir les attentes qu'on met dans ce joueur. Et j'ai l'impression que les attentes sont trop élevées en fait sur ce joueur-là. C'est ça. On a vu à Colorado que de toute façon, il faisait jamais des saisons pleines, donc et qu'il faisait quasiment aucun entraînement justement pour préserver physiquement. En NFL, tu pourras jamais faire ça. Donc c'est trop d'interrogations sur le joueur, sur sa capacité à faire voilà les attaque-défense et bref, on a déjà beaucoup trop parlé et c'est le terrain qui parlera pour lui. Avec le tour numéro 3 et pick 24, ils ont pris Caleb Ranso, cornerback de Tulane. Oui, alors lui, c'est plus un joueur qui jouait safety, corner dans le slot, un petit peu à Tulane. Je vais pas te mentir, j'ai pas non plus regardé énormément ce joueur. J'en ai regardé un petit peu une fois après la draft passée. Je sais pas si, je pense pour moi c'est peut-être un petit reach, mais parce qu'il y avait d'autres corners qui étaient encore dispo, du Dorian Strong, ce genre de joueur par exemple qui était encore pour moi que je valuais un petit peu plus haut. Après, s'ils sont tombés amoureux, c'est un c'est un des pics compensatoires, je crois, ou qui fait partie du trade. En tout cas, je sais pas si c'est la bonne position qu'il fallait target. Pour moi, t'avais peut-être, enfin, dans le slot, t'avais des besoins, c'est sûr, mais je sais pas si c'est le meilleur joueur à target pour cette position-là. Après, peut-être ça va marcher. J'ai pas énormément d'avis sur lui. Par contre, j'ai un meilleur avis sur Wyatt Milum, le troisième tour, qui est juste après. Ouais, Et le pick 25, ouais. pick juste derrière, donc il faut un back-to-back pick. Et pour moi, j'aime vraiment bien ce pick. On en a déjà parlé dans plusieurs podcasts du joueur, à quel point on aimait bien ce qu'il avait proposé à West Virginia. Et je pense que c'est un joueur qui arrive pour être quasiment un titulaire dès la première année. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais je trouve la O-line des Jaguars, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Il faut toujours protéger Trevor Lawrence. Je trouve que tu fais une bonne value sur ce pick-là, donc en soi, pour moi, c'est un joli petit pic dont on parle pas trop, mais qui, d'ici quelques années, tu pourras te dire pourquoi il est descendu au 13e tour. Exactement. Moi, c'est l'un de mes picks préférés. Je vais finir la draft et je reviendrai sur lui. Donc, avec le troisième tour, pick 25, Wyatt Milum, le guard / tackle de West Virginia. 2 choix au 4e tour, pick 2, Bechel Tutten, running back de Virginia Tech. Et pick 5, Jack Kaiser, linebacker de Notre-Dame. 2 picks également au 6e tour, pick 18, Jalen McLeod, du clan des McLeod, linebacker d'Auburn. Et pick 24, Ryan Lane, third safety de Navy.
Et 2 choix au 7e tour, pick 5, John Ammonheim, centre de USC, et pick 20, LeQuint Allen, running back de Syracuse. Il y a plusieurs joueurs que j'apprécie. Effectivement, je vais revenir sur Wyatt Milum. Alors, j'ai du mal à le voir en garde, en fait, par rapport à ce que j'ai vu, lui, je trouve, en fait, trop de défauts pour jouer garde, et je le trouve, en fait, beaucoup trop de qualité pour pas jouer tackle en NFL. C'est ça qui m'embête. Et quand tu regardes, il a joué plutôt à gauche avec West Virginia. Et Walker Little, j'ai pas l'impression que ce soit un indéboulonnable, en fait, quoi. Et au contraire, je trouve que le poste de garde a été plutôt bien considéré. Ils ont un Ezra Cleveland qui est relativement bon depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Ils ont pris en free agency Patrick McCarry des Ravens. Donc, en fait, pour moi, les 2 gardes sont lock, en fait, sur la depth chart. Essaye-le en left tackle. Hein. Très sincèrement, vraiment, pour ce que j'ai vu de lui, je suis ultra convaincu par le joueur. Je pense vraiment qu'il peut performer en NFL. Il a vraiment des atouts énormes, notamment physiquement, pour performer en NFL. Il a des défauts, oui, mais qui peuvent être corrigés, je trouve, par un bon coaching staff. Pour moi, mets-le titulaire dès maintenant pour qu'il puisse progresser le plus rapidement possible. C'est vraiment, moi, mon envie première pour ce joueur-là chez les Jaguars. J'ai peut-être trop haut dans mon estime, peut-être, très sincèrement. Mais vraiment, de ce que j'ai vu, et je trouve qu'il a des défauts qui peuvent très facilement être corrigés. Il a des qualités vraiment énormes. Un plancher qui est déjà extrêmement haut, je trouve. Donc, mets le titulaire dès ta première semaine. Ouais. Et je crois que Jacksonville l'a annoncé comme garde. Donc, mais ça m'emmerde, parce que pour moi Cleveland et McCarry, ils sont lock pour moi. C'est ça. Après, ça veut rien dire aussi, parce que je sais que les Raiders, on avait annoncé Jackson Powers Johnson en tant que garde, et on l'a passé en centre, au final. Donc, je pense c'est malléable, une offensive line. Donc, on verra ce qui ressort des camps. Après, j'aime bien, moi, le dernier choix, le Allen, parce qu'ils font aussi 2 choix sur le poste de running back. Ça veut dire que Travis Etienne, ça va être sa dernière année. En même temps, ça fait quand même plusieurs saisons que c'est un peu sa dernière année. Donc, voilà, le meilleur ami de Trevor Lawrence à Clemson, je pense qu'il peut commencer à faire ses valises. Donc, c'est bien, il prépare aussi un petit peu l'avenir avec le départ d'Etienne, donc pourquoi pas. C'est ça, mais moi je trouve que c'est super complémentaire les Allen avec Béchou, le Toutel, qui est, alors, on l'a répété en début d'émission, mais le petit rush qu'il y a eu sur les speedster running back, Toutel était le premier à être parti. Et c'est un joueur qui est honnêtement qui a une vitesse explosive. Je crois que c'est le running back le plus rapide sur le 40 yards au combine. C'est ce qui a fait aussi monter sa cote. Faudrait qu'il travaille sur son problème de fumble parce qu'il en a un petit peu trop à mon goût en college football. Ça faudra le travailler, mais pour moi c'est un mec qui a un bon petit potentiel à développer, et dans un comité avec un running back un petit peu plus puissant et un petit peu plus efficace sur le pass pro, comme les Allen, qui est aussi un excellent running back à la réception. Je pense que tu as un petit duo complémentaire qui peut s'installer durablement pour les années à venir. Et en plus, derrière, tu as aussi un Tank Bixby qui a pris un peu plus de snaps l'an dernier, qui a montré des très belles choses et qui, je pense, va prendre la place de numéro 1 dans un premier temps à Travis Etienne, pardon. Et qui, dans un deuxième temps, va permettre l'opportunité à des jeunes joueurs comme Toutel et les Allen d'émerger dans cette running back room qui est vraiment complémentaire, et tu as 3 joueurs qui peuvent jouer et qui peuvent amener du danger un peu n'importe quand, et ça j'aime bien cette idée-là. Ouais, assez d'accord avec toi. Vous l'aurez compris, on n'est pas ultra enthousiaste sur cette draft des Jaguars. Il y a eu quelques bons picks, mais plutôt en fin de draft. Ce qui nous les a fait mettre, sur l'avant-dernier tier list, l'avant-dernier tiers, en compagnie, du coup, des Texans et des Colts. Donc, une très, très belle compagnie ils auraient pu mieux faire. Je suis perplexe. Je pense qu'ils auraient pu prendre un slot receveur à la place de Travis Hunter un petit peu plus tardivement dans la draft. Ils auraient pu considérer peut-être sur le poste de cornerback, parce que je considère qu'il y a quand même beaucoup de faiblesses sur ce poste-là. Alors, voilà, tu peux me dire, oui, ils ont pris ce double jeu avec Travis Hunter. C'est le terrain qui parlera pour lui. Pour l'instant, je ne suis absolument pas convaincu. C'est un avis tout à fait personnel. Certains l'auront beaucoup plus haut. Moi, je suis trop perplexe pour pouvoir les mettre beaucoup plus haut dans notre liste, en tout cas.
Puis le pic, enfin la draft au global va être dépendante de la réussite ou non de Travis Hunter. Et ça, je trouve c'est un peu dommage parce que tu aurais pu avoir de la value sur des joueurs du deuxième jour. Enfin, en tout cas, tu as eu Wyatt Millium, mais tu vois, Caleb Branson, on verra ce que ça donne. Je suis pas le plus convaincu par ce choix-là. Tu as lâché aussi un deuxième tour qui aurait pu être utile et qui aurait pu faire monter la note globale. Donc c'est ça aussi. On pénalise un petit peu le fait d'avoir lâché beaucoup pour Travis Hunter. L'interrogation du joueur aussi également, même si le talent est indéniable. Et l'environnement aussi, tu vois, de Jacksonville, je sais pas si c'est le meilleur environnement pour qu'il soit le meilleur joueur possible. Donc ça, c'est aussi une interrogation. Jacksonville n'a pas montré, comment dire, les talents générationnels, on en a vu quelques-uns. On a vu Trevor Lawrence. Pour l'instant, on est encore un peu sceptique sur son apport. Voilà, je pense qu'il peut y avoir du scepticisme aussi autour de Travis Hunter, ou en tout cas, je le comprendrais. Donc, voilà, c'est une draft. Il y a quand même quelques bons joueurs, on en a cité, mais au global, t'aurais pu quand même faire mieux. Et je pense que ça résume bien ce qu'ils ont réalisé durant ce week-end. Ouais. On enchaîne avec la dernière équipe de l'émission de cette division et des 8 émissions qu'on a fait précédemment. Et ça tombe bien parce que c'était les Tennessee Titans qui étaient le premier choix de la dernière draft, qui ont lancé les hostilités jeudi soir ou vendredi matin, très tôt, heure française. Donc avec le tour numéro 1, pick 1, ils sont partis sur Cameron Ward, quarterback de Miami. Et bah peut-être au risque de te surprendre, c'est pas le pick que je critiquerai le plus ce soir. Ça ne me surprend pas. Alors, c'est bien évidemment, c'est un joueur, si tu prends le joueur intrinsèquement sur mon board, je pense qu'il doit être aux alentours des 20e places à peu près. Le problème étant que Tennessee avait un gros problème sur cette question du quarterback et que l'expérience Will Levis, on a vu ce que ça a donné. Je pense qu'ils avaient aucune confiance dans ce joueur-là. Je pense qu'un Bryce Callahan jouait aussi son poste sur cette saison 2025. Tu as le nouveau GM qui vient d'arriver, qui n'a pas pick Will Levis, donc il n'a aucune confiance en le joueur. Je pense qu'il y a un mélange de tous les facteurs qui mettaient Cam Ward aux Titans. On l'a vu aussi durant la free agency, ils n'ont pas adressé ce besoin, donc on se doutait un petit peu ce qu'ils allaient faire. Et pour moi, c'est quand même le joueur qui a le plus de potentiel au poste. Alors peut-être à l'instant T, c'est pas celui que je ferais starter ou que je mettrais... En tout cas, je trouve qu'il a des lacunes sur lesquelles il faut qu'il travaille. Mais par contre, c'est celui qui a quand même le plus gros potentiel. C'est un quarterback qui a des tools athlétiques assez impressionnants. Il fait effectuer des lancers avec une très très bonne vélocité. Il a un bon bras. C'est un joueur qui a une très bonne... en tout cas, je trouve qu'il a un très bon IQ dans la poche. Je trouve qu'il arrive à très bien sentir la pression. Alors des fois, ça peut jouer contre lui parce qu'il peut vouloir jouer un peu trop au héros. Et c'est ce qu'on lui a reproché à Miami et à Washington State. Mais je trouve qu'il arrive à sentir la pression et arrive à scrambler. C'est un excellent scrambler. Il arrive à prolonger les jeux. Et on voit que c'est quand même une qualité qui revient assez souvent chez les quarterbacks élites de la ligue. Alors, de là à dire que ce soit un jour un quarterback élite, il n'y a qu'un monde, mais il y a un gros développement à faire. Mais quand tu revois des Patrick Mahomes, des Josh Allen, des Lamar Jackson, c'est des quarterbacks qui arrivent à prolonger les jeux, qui arrivent à créer des actions dont on se souvient encore quelques années après, parce que c'est des actions décisives, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est une qualité qui fait encore plus saliver les GM. Je pense que Tennessee n'a pas dérogé à la règle, en tout cas. Ouais, je suis pas sûr de rajouter beaucoup de choses. On en a beaucoup parlé. C'était un peu le choix évident. C'est vrai qu'avant les 2-3 derniers jours avant la draft, bon, le secret était déjà assez éventré. Donc voilà, on va pouvoir passer à la suivante. Mais il n'y aura pas beaucoup de concurrence en tout cas dans la QB room. C'est le cas de le dire. Brandon Allen, T. Boyle et Will Levis. Ouais, je peux considérer aussi derrière que la O-line en plus a été plutôt bien mise en avant pendant la free agency. Donc il arrive, je trouve en tout cas, dans des bonnes conditions. Est-ce que je le ferais starter premier jour? Au contraire de toi, je pense que oui. Parce que je sais pas. C'est vrai qu'il y a l'expérience Anthony Richardson qui peut faire dire le contraire, mais il faut lui donner des reps, il faut lui donner de l'expérience. Et en fait, quand tu vois les QB derrière, c'est pas des QB qui lui permettront d'apprendre en fait. C'est ça qui m'embête. Je peux comprendre. Ouais. Autant qu'ils prennent ses reps, on n'attend pas grand chose des Titans l'année prochaine. J'ai pas dans l'idée qu'on les attende en tout cas très très haut dans leur division. Vas-y, fais-le starter. Enfin, franchement, ça serait mon leitmotiv pour Cam Ward.
La suite de la draft, deuxième tour, pick 20, ils ont pris Oluwafemi Oladejo Edge de UCLA. Et là, un petit peu surpris. Pas tant sur la position, mais plus sur le joueur. C'est un joueur qui montait pas mal ces derniers temps, enfin en tout cas les semaines avant la draft. Joueur de UCLA, ancien linebacker reconverti edge rusher, donc un petit peu nouveau entre guillemets à la position. Je crois que c'était sa première saison en tant que starter sur cette position, il a montré des très belles choses. Malgré tout, il est pris quand même avant certains pass rushers que je trouvais plus forts que lui. Je crois que si je regarde le classement, je crois par exemple il est pris devant un Mike Green ou ce genre de pass rusher, Princely Human Melen. Enfin, il y avait Il est pris juste après Nick Scurton, qui Voilà. avait un profil aussi assez similaire. Ouais, voilà. Mais Nick Scotton a quand même beaucoup plus prouvé que Oladejo sur la position. Donc voilà, c'est un pari. Pour moi, c'est un beau pari. C'est un bon joueur. C'est un joueur qui a du potentiel. Ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est vrai que leur escouade de pass rusher, moi, elle me fait vraiment peur. Et je pense que ça va être, dans les bilans d'intersaison, ça va être la grosse interrogation. Parce qu'on aurait pu se dire qu'ils auraient pu sortir de draft avec Abdul Carter. Et ça, j'aurais pu comprendre la logique. Mais voilà, là t'arrives au deuxième tour. C'est vrai que si tu sortais avec un Magreen, j'aurais été peut-être un peu plus conciliant. Parce que j'aurais tendance à penser que Magreen est quand même un meilleur joueur de foot que Oladejo. On verra ce que l'avenir nous dira. Mais c'est un petit reach pour moi. Mais c'est quand même un joueur qui a du talent et qu'il faudra développer. Donc on verra si ça marche à l'avenir. T'es gentil en disant un petit reach. Moi, c'est même un gros reach, je trouve. Il était plutôt attendu troisième tour et clairement pas au début du troisième tour. Son nom utilisé, son nom montait effectivement. Il y avait une petite hype avec lui, mais pour prêcher pour ma paroisse, je l'attendais plutôt au troisième tour du côté des Patriots. Tu vois, j'aurais pas été déçu de le voir atterrir et voilà, plutôt même avec le deuxième choix qu'ils avaient au troisième tour, tu vois. Donc, extrêmement surpris de le voir partir aussitôt dans la draft. Alors, c'était un besoin, oui, effectivement. Je pense qu'au niveau du profil, ça correspond bien aussi à ce qu'ils cherchaient parce qu'ils sont plutôt sur une 3-4. Donc là-dessus, en fait, au niveau du process, je ne remets pas du tout en cause. Mais c'est vrai que le joueur, c'est un sacré reach. Ouais, il est brut, quoi. Il est vraiment très brut, comme tu disais, qu'une seule saison sur ce poste-là. Donc, il va falloir le faire travailler. Finalement, un peu comme Camward. On n'attend pas grand-chose, et je vais redire ce que j'ai dit il y a 2 minutes, mais on n'attend pas grand-chose des Titans. Ils ont cut Harold Landry pendant l'intersaison. Ils refont un petit peu une petite escouade, là, défensive, en tout cas sur l'escouade de linebacker, parce que leur front 3, il est quand même assez monstrueux pour le coup. Et je trouve que leur backfield est pas vilain non plus. Donc c'était plutôt sur ce deuxième rideau-là défensif qu'il fallait mettre un petit peu l'attention. Ils l'ont fait, mais je trouve en reachant un petit peu sur lui. Maintenant, c'est toujours la même chose. Ils n'avaient pas de choix au troisième tour, ou plus le choix numéro 1 ou 2 du troisième tour, parce qu'il avait envoyé aux Chiefs dans le cadre du trade de L'Ajarius Sneed l'année dernière. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit finalement qu'avec leur choix d'après, il n'aurait pas été dispo? C'est une possibilité, et vous l'avez entendu sur toutes les émissions précédentes. Moi, je considère que si les équipes se disent ce mec-là, il sera plus dispo au moment où on aura notre prochain pick, je considère pour moi que c'est pas un reach. Peut-être qu'ils ont considéré ça sur leur board et sur leur perception de la draft. Je suis pas loin de penser qu'ils n'avaient pas tort, parce que leur pick d'après, c'est le pick 18 au troisième tour. Je pense qu'Oladejo aurait été pris. Donc, ouais. Donc, dans l'absolu, voilà, sur le moment, effectivement, peut-être un petit peu reach. Maintenant, voilà, en prenant en considération tous ces éléments-là, le fait que leur pick 3 est un petit peu plus lointain, leur troisième tour, pardon, est un peu plus lointain, bon, pourquoi pas. Mais voilà, je trouve en tout cas qu'ils fit très bien avec le système, et ça, c'est quand même un très très bon point de leur côté. Le reste de la draft, là, par contre, on va pouvoir beaucoup en reparler, je trouve. Troisième tour, pick 18, Kevin Winston Jr., le safety de Penn State. 3 choix au quatrième tour avec le pick 1, Chimer Dyke, wide receiver Florida, qui a un blast quand même assez extraordinaire. Pick 18, Gunnar Helm, le tight end de Texas. Et pick 34, Elik Ayomanor, le wide receiver de Stanford. Cinquième tour, pick 31, Jackson Slater, garde de Sacramento State. Et 2 choix au sixième tour, pick 7, Marcus Harris, cornerback de California. Et pick 12, Kalel Mullings, running back de Michigan. Un peu circonspect, je dirais, par le troisième tour et le troisième jour. Alors, moi, j'aime beaucoup Kevin Winston Jr.
de Penn State. Je trouve que c'est un super choix. En plus, à l'endroit où ils l'ont pris. Ouais, le reste de la draft, ouais. Je suis pas du tout hype. Ah, moi je suis un peu plus sympa que toi. Moi, en vrai, Ok. il y a des joueurs que j'aime bien. Je trouve il y a de la value. Bon, dont on a parlé, Kevin Winston, pour moi, c'est un véritable style à ce niveau-là. Mm. Ça va être ton safety titulaire pour les années à venir. En tout cas, tu prends peut-être le futur Kevin Bayard, ou en tout cas un joueur qui est peut-être le meilleur run-stopper safety de la QV, qui est un super joueur, on a déjà parlé, donc je vais pas faire long là-dessus. Mais moi, j'aime bien quelques petits pics, genre Elikayo Manor, je trouve que tu as une vraie value là-dessus, au fin de 4e tour, même dans les pics compensatoires. Pour moi, c'est un pic, je l'entendais parler au 2e tour, je trouvais que ça faisait haut, mais par contre, tu le récupères en fin de 4e, bah, c'est un super projet en fait. Ouais, il est très brut. C'est Et, ça qui. il est brut, mais il a énormément de qualité athlétique et comment dire, enfin, son profil en tout cas physique est assez impressionnant. Il a des bonnes mains et il y a pas mal de choses à travailler encore sur ses tracés notamment et sur j'ai envie de dire sa mentalité, parce que des fois on a envie de dire qu'il n'est pas encore assez agressif au catch, sur le catch point, mais il a un peu fait on va dire les journaux, les premières pages, parce qu'il avait mis, je crois, 250 yards ou 200 yards sur la gueule de Travis Hunter en 2023. Donc après, il jouait à l'université de Stanford en 2024. Stanford, c'était très compliqué aussi. Donc peut-être tu peux te dire que la sous-production en 2024 est peut-être due aussi à une utilisation un peu moindre et à une défense qui se focalisait encore plus sur lui. Je pense qu'il a énormément de qualité, il est encore jeune et il a beaucoup de. Enfin, je pense qu'il peut apprendre aussi de Calvin Ridley ou de profil un peu dans l'équipe. C'est pas la meilleure escouade de receveurs, donc je pense qu'il va pouvoir aussi avoir des opportunités pour starter. C'est un profil que tu n'avais pas trop. Et en plus, derrière, tu fais un Shimmer Dyke qui est peut-être un peu un profil un peu. Bah, c'est vraiment un joueur dans le deep, un joueur dans le pro, qui est utilisé pour la profondeur, mais qui pourrait tirer les défenses et permettre à Cam Ward, en tout cas, d'avoir plus de lisibilité sur le milieu du terrain, parce que tu auras les défenses qui seront un peu plus étirées. Donc ça peut être intéressant. Et tu as un profil comme Jackson Slater qui était un peu un petit sleeper d'une petite université au poste de garde que j'aimais bien. En tout cas, j'ai vu sur la fin du process, que je trouvais pas déconnant et qui pourrait peut-être apprendre d'un Kevin Zettler qui est arrivé à la free agency, qui pourquoi pas peut être un titulaire dans les années à venir si c'est bien développé. Donc moi je pense qu'il y a des petites bonnes valeurs qui ont été faites durant ce 3e jour, et le fait qu'ils ont pris un Kevin Winston, moi, augmentera bien ma note finale à la fin. Mais je peux comprendre que on puisse être déçu des profils. Après, pour moi, il y a de la rotation et ça, c'est toujours bien, je trouve. Ouais, après, ouais, le reste, Gunnar Helm, je comprends pas trop le choix quand tu vois déjà ta tight end room. Est-ce que tu en avais vraiment besoin? Alors après, j'ai l'impression qu'ils sont aussi extrêmement sous-utilisés au concours. On l'a pas trop vu l'année dernière, alors que c'était une des pièces maîtresses il y a 2 ans. Josh Wiley, ouais, pourquoi pas. Je pense qu'ils auraient pu considérer aussi d'autres postes. Pourquoi pas un petit peu aussi la O-line, malgré tout. Ils ont pris un Jackson Slater au 5e tour. Tu rajoutes un mec encore un autre joueur, je dirais, au 4e tour à développer également. Ils ont plutôt bien considéré, comme j'ai dit, la O-line pendant la free agency, et justement de rajouter en fait des rookies derrière que tu vas pouvoir travailler, peaufiner, et d'ici 1 ou 2 ans, parce qu'ils ont pris Kevin Zettler qui a plus de 30 ans, donc c'est pas un mec qui va rester 10 ans dans ta franchise. Bah justement, essaie de préparer un tout petit peu l'avenir, en fait, de planifier finalement cet aspect-là. Je n'aurais pas trouvé ça déconnant. Maintenant, ouais. J'ai vraiment une impression que un peu comme on l'a dit, York Nature un petit peu aussi leur fin de draft, j'ai trouvé. Ouais, mais après, je trouve quand même que tu vois, c'est une équipe qui avait considéré des besoins les années d'avant. Tu vois, par exemple, sur les defensive tackles, tu as du Ouais, ça Tevon va rentrer. Sweat, Simons qui est pas mal. C'est juste sur les edge où tu as des questions. Linebacker, tu peux te dire que tu as des mecs qui peuvent émerger. Sur le backfield défensif, je trouve que tu rajoutes un Kevin Winston. Là, tu commences à avoir un backfield défensif qui commence à vraiment avoir un peu de gueule et qui peut être un peu la force de cette défense, avec Jeffrey Simmons également. Donc, Mais moi, leur jeu rien n'était pas le plus vilain en fait en NFL. Je crois que c'est même l'un des meilleurs l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont encaissé moins de 200 yards par match ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est eux. Donc tu vois, ce côté-là du ballon n'était pas problématique dans l'absolu, mais je sais pas, ça manque de. Je
je sais pas, ça manque d'un quelque chose. Je suis un peu déçu en fait de leur draft. Je trouvais que ça commençait bien en fait. C'est ça qui m'a un peu frustré. Je trouvais que ça commençait bien avec Cam Ward, avec Oladejo, même si un léger reach comme on l'a dit, un Kevin Winston. Je me suis dit ah ouais c'est cool. Et après, le troisième show, ouais, je voyais les pics passer et puis rien quoi, un peu comme les Colts en fait. Ça me faisait pas d'émotion, rien. Je voyais Ouais. je voyais les Titans sélectionnés. Je me suis dit bon bah ok, pic d'après c'est quelle équipe? Ok, bon on va voir quoi. Voilà. Un peu à l'image des Titans finalement, quoi, en fait. Tu les aimes pas en fait. Non, non. Il n'y a pas d'équipe que j'aime pas. Peut-être une, Ah, et je oui. la garderai pour moi. Mais, mais non, je trouve que voilà, c'est un peu fade. Un peu fade. Avec tout ça, initialement, on les avait mis, ils auraient pu mieux faire. Est-ce que tu te sens de les mettre finalement en bonne draft? Moi, je pense que je les mettrais en bonne Pardon. draft. Bonne draft, mais. mais parce que Ok. le mai serait essentiellement sur le deuxième tour où tu aurais pu mieux faire avec un meilleur pick. Mm. Et sur peut-être, on va dire, le reach Chimère Dyke, je trouve que c'est un peu reach. Gunnar Helm, il y a les interrogations sur sa blessure et son environnement, mais tu vois, derrière, tu fais Lika Yomanor qui a une bonne value, Kevin Winston qui a une bonne value, Jackson Slater qui a de la bonne value. Donc tout ça se compense et en fait, on verra aussi avec Cameron de ce que ça dit, mais j'aurais dû. Pour moi, c'est dans le peut-être de le haut, enfin, allez, au milieu des bonnes équipes, des bonnes drafts, tu vois. Tu vois, au milieu de ce classement-là, on va dire. Ouais. Ouais, ok. Je suis plutôt d'accord avec ça. Voilà qui termine ces 8 émissions. On va refaire du coup un récap de tout ça. Donc avec le premier tiers, les vainqueurs de la draft, on a mis de notre côté les New York Giants, les Cleveland Browns, les New England Patriots, les Tampa Bay Buccaneers et les Carolina Panthers. Avec la deuxième tiers, les bons élèves, les Washington Commanders, les Buffalo Bills, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, les Steelers, Baltimore Ravens, Arizona Cardinals, Kansas City Chiefs, Oakland Raiders, n'importe quoi, Las Vegas Raiders, pardon. Oh, je me suis remis 5 ans ou 6 ans en arrière. Atlanta Falcons. Troisième tiers de bonne draft, mais les Chicago Bears, les New York Jets, Miami Dolphins, Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers, Seattle Seahawks, Denver Broncos, Tennessee Titans. Quatrième tiers, ils auraient pu mieux faire, les Minnesota Vikings, Detroit Lions, Houston Texans, Indianapolis Colts et les Jacksonville Jaguars. Et enfin, les bons derniers de la classe, et je pense que beaucoup seront d'accord avec nous, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Green Bay Packers à domicile en plus, les Cincinnati Bengals, les San Francisco 49ers et les New Orleans Saints. N'hésitez pas à nous dire, on partagera de toute façon cette tier list sur les réseaux, n'hésitez pas à nous dire la vôtre, si vous êtes d'accord avec certains choix ou au contraire, certains choix vous vous dites, bon les gars, vous avez peut-être un peu abusé ou mis trop haut, n'hésitez pas, c'est là aussi pour échanger et partager bien évidemment. C'est tout pour nous deux en tout cas. On se retrouve très bientôt et dès demain avec, comme je disais, un dernier épisode sur la draft avec le top flop. Et cette fois-ci, c'est avec Valentin, The Triplet, donc Scout Valentin, connu sur X, et GG, si j'ai bonne mémoire, qui était là aussi pour le front office. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, ça sera du coup le 15 mai, donc demain. D'ici là, merci beaucoup Alexandre pour ces émissions. Effectivement, on va se lâcher un petit peu. Je pense que tu vas me manquer. Tu vois, j'aurai ce sentiment-là de manque, voilà, comme Exactement. Une bonne cigarette ou un bon chocolat, tu vois. Je te voyais plus que ma copine, je peux te dire. Donc, à un moment donné, pour mon couple, c'est bien aussi que je reste, qu'on se sépare un petit peu, tu vois. Non, mais en tout cas, c'était très sympa de faire ça avec toi. Et puis, on espère que pour l'année prochaine, on aura une meilleure cuvée. Sur laquelle on pourra parler et puis on pourra encore débattre et faire encore des bilans d'intersaison et puis voilà. Exactement. Meilleure cuvée en tout cas cette année, moi je trouvais que c'est une cuvée très homogène, si on peut faire une très légère synthèse de cette draft-là. Cuvée très homogène où c'était très indécis et moi j'ai trouvé en tout cas extrêmement intéressant à suivre durant ces 3 jours parce que justement il y avait certaines incertitudes sur certains joueurs, des mecs qui ont un peu glissé, d'autres qui sont montés au fur et à mesure. Donc, non, extrêmement intéressant cette année. Et puis on verra sur le terrain. On a la chance là d'avoir
les mini-camps, les rookies mini-camps qui vont commencer ou qui ont déjà commencé pour certaines équipes. Et puis voilà, on va avoir un petit tunnel, comme on l'a dit, d'un mois sans trop de nouvelles. Et puis après, ça va repartir, en tout cas au niveau de la NFL, sur les camps d'intersaison, sur tout ça. Donc voilà, donc ça va être intéressant. Puis on ne va pas vous lâcher de toute façon durant le mois de mai, durant le mois de juin, avec quelques émissions, quelques lives. Donc voilà. Restez connectés avec nous et justement, n'hésitez pas à nous suivre un petit peu partout pour voir un petit peu ce qui se passe. Twitter X, Blue Sky Threads, Instagram, YouTube et Twitch, partout, @ le front office et sur le Discord, parce qu'on fait aussi la promo des épisodes et des lives sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre également, @ le front office. Merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis durant ce périple-là. Comme je dis, une petite dernière émission pour vraiment clôturer la draft demain. Et d'ici là, portez-vous bien, bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cette dernière émission récap draft. Et vive le football!